Bienvenue dans For Good, l'émission dédiée à la transformation de votre entreprise. Un rendez-vous concret grâce au partage d'expériences de pionniers du business à impact. Et comme à chaque fois, Thomas Brezard est là, bien sûr. Salut Thomas. Salut Alix. Je rappelle que tu es directeur permanent entreprise de Norcis et coprésident du mouvement Bicorp en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Bache, cofondatrice des applications Too Good To Go et Poppins. L'une est dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'autre au partage d'objets pour une consommation responsable. Bienvenue Lucie. Merci, bonjour. Avec nous également Baptiste Hamin, cofondateur de Pimpan, marque française de produits ménagers et cosmétiques rechargeables fabriqués localement. Bienvenue également. Bonjour, merci de m'accueillir. Et sur ce plateau, Lilia Gazouani, directrice des opérations chez Décodeuse, une école qui forme gratuitement des femmes issues de quartiers populaires au métier du numérique. Bienvenue à tous les trois. Merci beaucoup. Startup Nation, un mot qui évoque souvent les licornes, des levées de fonds records et parfois une course à la croissance sans boussole. Mais une autre voie est possible, celle de projets qui ne cherchent pas à disrupter le monde, mais à le réparer, à le rendre plus juste, plus durable, plus humain. Aujourd'hui, on se pose une question, comment faire grandir les projets impact sans perdre leur âme ? Comment accélérer les modèles qui comptent sans céder à la logique de toujours plus vite ? Quel levier mobiliser pour accompagner une croissance alignée sur une mission? Et puis quel renoncement faut-il accepter de faire pour rester fidèle à son cap? C'est le thème de cette émission. Comme à chaque fois, il y aura le top et flop des exemples qui montrent qu'on peut changer d'échelle sans déraper et d'autres qui rappellent ce qu'on risque quand on oublie le sens. Et puis dans notre Good to Know, on parlera outils, financement responsable, accompagnement sur mesure ou alliance stratégique, tout ce qui peut aider les projets à impact à grandir sans se perdre. C'est parti pour une nouvelle émission. Et Thomas, comme à chaque fois, on commence avec ton édito. Et aujourd'hui, tu te poses la question, à quoi bon scaler si c'est pour accélérer dans la mauvaise direction ? Alors oui, posons quelques constats pour donner le cadre de l'émission et l'enrichir, le nourrir ensuite avec le témoignage de nos invités. Merci à toutes et tous d'être là. Tout le monde jure par le scaling, on en entend beaucoup parler, tu l'as dit, lever, croître, déployer à grande échelle. Mais quand on agit pour l'intérêt général, peut-on vraiment copier-coller le modèle de la Startup Nation comme on déploie une app et la même partout dans le monde? Alors quelques chiffres, selon le cabinet EY, en 2024, les startups françaises ont levé près de 8 milliards d'euros, 7,8 milliards, mais en baisse de 7%. Et parmi ces 7,8 milliards, on en a 1,6 qui ont été directement fléchés sur les startups de l'IA générative. On voit que certains domaines captent beaucoup plus de ressources que d'autres et pas toujours pour servir l'intérêt général. Alors, j'aimerais partager une conviction pour démarrer cette émission, c'est que il y a quand même peu de chances qu'on puisse scaler un monde qui soit plus vivable et plus juste en utilisant les mêmes logiques qui tendent à le rendre aujourd'hui invivable. Deux logiques d'une certaine manière entrent en collision, je trouve. La Startup Nation, levée de fonds, les licornes, aller vite. Alors on a des exemples de beaux projets tout de même qui tendent à s'appuyer sur ces leviers-là pour servir une consommation plus juste ou des meilleurs services. Conto, Back Market par exemple. On a la licorne française Mistral AI dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà des succès éclairs et calibrés pour le changement d'échelle. De l'autre, des projets avant tout à impact qui veulent s'ancrer territorialement, qui veulent hybrider les modèles de revenus, qui veulent s'appuyer sur les écosystèmes pour développer leur activité. On pourrait citer, au-delà des exemples qu'on en évoquera beaucoup aujourd'hui avec nos invités, les alchimistes, des modèles coopératifs comme Enercop, mais très difficiles à scaler dans le sens classique du terme. Alors, scaler, why not, mais tant en impact qu'en volume, tant en coût évité pour la société qu'en chiffre d'affaires, nos invités l'incarnent et je suis très heureux de les accueillir aujourd'hui pour en parler. Et Thomas, désormais, on entend même parler de scale washing. Ah oui, ce qu'on voit émerger, beaucoup de projets qui se disent à impact, mais dont le passage à l'échelle parfois peut vraiment questionner l'utilité. Je pense sans nommer forcément de start-up à des projets, par exemple, dans l'éducation, des EdTech, financés à coups de millions pour démocratiser l'utilisation, mais qui sont en fait basés sur des modèles de la captation de l'attention, le rendre addict à les utilisateurs. Et ça, évidemment, ça peut poser des problèmes. Ce sont des effets rebonds parfois néfastes. À l'inverse, des projets très très utiles ne trouvent malheureusement pas les moyens de scaler. Je pense
à Common, par exemple, qui veut démocratiser une consommation d'électronique responsable, mais dont aujourd'hui l'accès au financement est très difficile. Et alors on continue de jargonner, le slow scaling serait-il la solution ? Et oui, pourrait-on s'appuyer sur ce bel oxymore, mais en réalité qui à mon sens ne veut pas dire grand-chose, parce que le bon tempo, celui de l'impact, c'est quand même celui du temps long, du temps qui permet de faire germer des projets avec ses parties prenantes. Et si on veut des résultats très vite, alors évidemment ça devient compliqué. Je pense à un exemple aussi qui est celui de Latitude, une très belle asso qui a elle quand même réussi à toucher de façon très large et rapide des milliers, voire des dizaines de milliers d'étudiants pour les former au numérique responsable en s'appuyant sur un modèle d'association qui monte des partenariats, comme quoi parfois on peut quand même essayer d'allier les deux. Finalement, la vraie question, qui définit le succès ? Et oui, parce que si le seul critère de ROI, c'est le volume, je pense qu'on aura un problème. L'impact n'est pas toujours scalable. Alors intéressant d'ailleurs de noter dans le dernier numéro de Décideur Magazine qui mentionne la réussite d'une dizaine de leaders de moins de 40 ans, que les critères de cette réussite n'est pas toujours liés au changement d'échelle en termes de volume d'affaires par exemple, mais parfois en termes de développement géographique, en termes de public touché, de bénéficiaires de leurs services. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en mesurant les bénéfices sociétaux qui par exemple permettent de réduire les dépenses publiques, je pense que le succès de ces entreprises-là pourrait être au rendez-vous. Sur la restauration des sols, sur la justice sociale, sur la santé des citoyens, on peut repenser le passage à l'échelle. La clé, c'est sans doute d'ailleurs le rôle de l'État dans tout ça, pour définir des mécaniques financières qui accompagnent l'entrepreneuriat, voire incentive les fonds qui vont soutenir financièrement ces projets. Malheureusement, compte tenu des dernières déclarations de notre président au sommet de Choose France, j'ai comme un petit doute. Bon, on se retient un peu avant d'entrer dans le débat, mais quand même, j'aimerais vous faire réagir chacun. Dans vos projets, vous êtes confrontés à cette tension. Lilia, quel est le plus gros défi pour une structure comme la vôtre afin de changer d'échelle ? Le plus gros. Moi, je dirais déjà sur cet enjeu de volume, nous qui sommes un modèle associatif, le volume, il ne va pas se faire sur le chiffre d'affaires. Nous, notre volume, il va être dans l'impact. Donc, principalement pour les associations, ça va être le nombre de bénéficiaires. Mais quand on fait de l'accompagnement humain, au bout d'un moment, nous, on accompagne des individus, on accompagne des femmes. Ce chiffre d'affaires-là, à nous, notre nombre de bénéficiaires, il a un impact limité, comme un peu, vous le disiez, Thomas. En fait, si on prend des headtech qui vont chiffrer sur un nombre de personnes touchées énorme, et parce qu'elles passent par des outils. Nous, on passe par des humains qui accompagnent d'autres humains. Donc, ça va être un de nos plus gros freins. Et le deuxième enjeu qu'on va retrouver, c'est la recherche de financement là-dedans. Les financeurs, ils veulent du chiffre qui va se retrouver sur le nombre de bénéficiaires. Et donc, nous, on va avoir un enjeu à bien définir et valoriser notre impact au-delà du nombre de bénéficiaires. Mais est-ce que, par exemple, on vous demande le coût par bénéficiaire lorsque vous discutez avec des acteurs privés qui vous soutiennent ? Bien sûr, on nous demande toujours le coût par bénéficiaire, le coût de nos projets, notre projet au global ou de nos actions un peu ciblées, qu'on fasse de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement à l'emploi. Et en fait, ça va être un vrai enjeu pour nous de valoriser tout ce qu'on fait autour de ça, qui n'est pas de l'impact direct. Donc, par exemple, dans un coût de formation, il n'y a pas que les formateurs. Il va y avoir toute la structure et la logique derrière, des personnes qui accompagnent, des salariés. Et donc, nous, ça va être un de nos gros enjeux. On pourra en rediscuter peut-être un peu plus profondément, mais dans notre phase de scale, c'est que quand on scale, on se structure, on grandit, on a plus de personnes, on a besoin de plus d'outils, donc des coûts de fonctionnement qui sont plus importants. Et comment ça, en fait, on peut le valoriser dans notre impact direct auprès des financeurs. Baptiste, chez Pimpan, vous développez des produits de grande consommation. Est-ce que volume et engagement sont deux choses compatibles ? Il y a un sujet qu'on a mis du temps à comprendre chez Pimpan. Donc nous, l'objectif, c'est de supprimer le plastique à usage unique dans les maisons avec des produits rechargeables. Nous, notre spécialité, c'est de la poudre à reconstituer, donc sur des dentifrices, gel douche. Et ce qu'on a mis du temps à comprendre, c'est qu'on est arrivé très fortement avec des convictions écologiques dans le projet. Et la réalité, c'est que l'attente du consommateur, aujourd'hui, l'écologie, on va pas dire qu'il s'en fout complètement, mais qui va mettre ça en 5e, 6e, 7e dans ses critères d'achat, et que les premiers sujets, ça va être le prix, le rapport qualité-prix, le plaisir, la capacité à proposer aussi des produits qui sont efficaces. Et du coup, c'est sur ces arguments-là qu'on doit être meilleur. Et nous, la solution qu'on a trouvée, c'est de monter notre usine et d'arriver à aller chercher des économies d'échelle pour que nos produits, la poudre, arrivent de manière très compétitive sur des rapports qualité-prix, même sur des sujets de prix par rapport au liquide. Et là, on va réussir à convaincre, si on est meilleur sur tous les arguments, avec on va réussir à convaincre les gens à consommer moins de plastique.
Lucie, avec Too Go, vous avez changé d'échelle sans perdre de qualité de service et en impact. Je pense que ce qui a été très important pour nous, c'est justement de ne pas avoir à choisir entre notre impact et nos enjeux économiques. Et donc, dès le début, on a vraiment aligné le modèle économique sur notre enjeu d'impact. Donc, en fait, nous, on suit un seul mesure de succès, c'est le nombre de repas sauvés. Et ça, c'est directement lié à notre chiffre d'affaires. Ce qui permet d'avoir vraiment une étoile polaire tout au long de sa croissance et donc de pouvoir se permettre de croître à toute vitesse en se disant, en fait, je fais d'abord croître mon impact sociétal, mais le chiffre d'affaires suit tout naturellement. Et ça, c'est super précieux, je trouve, dans une aventure. C'est ce que j'ai fait aussi pour Poppins, l'idée de se dire, quelle est la mesure que j'ai envie de regarder tous les matins, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me donne envie de me lever. Pour Too Good To Go, c'est le nombre de repas sauvés. Pour Poppins, c'est le nombre de partages. Et comment je me débrouille pour m'assurer que mon chiffre d'affaires suive ce KPI-là. Et c'est ça qui nous permet de rester sain d'esprit et de ne pas avoir à sans cesse équilibrer les deux. C'est ce qui est souvent un enjeu, je trouve, assez clé dans les projets comme ça. C'est quand on lance un projet à impact, on y va... Avec pour sauver le monde, et en se disant, je suis hyper convaincu du sujet, tu vois, le gaspillage alimentaire, les sujets sur notre façon de consommer dans la maison, et de se dire, ça va être génial et je vais réussir à embarquer beaucoup de gens autour de moi. Je pense qu'il y a une partie de la population qui va être très sensible au sujet écologique et qui peuvent les mettre dans les top critères d'achat, qui vont être prêts à payer plus cher, qui vont être prêts à faire des concessions sur l'efficacité qu'on peut avoir des produits, mais c'est pas le mass market et je pense que c'est vraiment important quand on se lance dans un projet à impact de réfléchir à un alignement d'intérêts entre un modèle économique et un modèle écologique ou un modèle social et un modèle économique. Je pense à la fois pour sa boîte et pour ses consommateurs. L'idée, c'est aussi que le consommateur, il est à la fois l'impact économique pour lui et en même temps qu'il soit très fier de faire ce qu'il fait parce qu'il a l'impression que c'est vertueux et que c'est cohérent avec le contexte sociétal actuel. Donc c'est pour ça que effectivement je vous rejoins complètement là-dessus. L'idée de se dire il faut et qu'on soit très bon sur les enjeux économiques et qu'en plus on fasse de l'écologique et du social, c'est ça qui permet de passer à l'échelle. Parce qu'en fait les premiers consommateurs qui vont y croire autant que toi, tu les trouves assez rapidement. Après, si tu veux dépasser ce premier cercle de early adopters, puisqu'on a le droit de faire des anglicismes, là, effectivement, tu es obligé d'avoir les enjeux économiques en tête aussi. L'écologie est toujours un co-bénéfice. C'est vrai d'ailleurs aussi en B2B. Quand on répond à des appels d'offres, la RSE, ça vient à la fin, c'est 10 points grand maximum. Les 40% principaux de la note, c'est le prix. J'ai cité tout à l'heure Back Market. Aujourd'hui, on y va surtout parce que le téléphone coûtera 2 fois moins cher et qu'on considère que le service est suffisamment bon pour qu'il y ait une garantie de qualité. Le fait que ça évite des émissions de CO2 parce qu'on met moins de matériel neuf sur le marché, c'est un critère secondaire. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc la compétitivité aussi est fondamentale pour tout projet, aussi bien en impact que pour les autres. C'est là que c'est un super exemple, Back Market, parce que justement, ils sont arrivés hyper tôt et leur sujet, eux, c'est venez acheter un téléphone 2 fois moins cher. De base. C'est comme ça qu'ils ont réussi à scaler. Bon, justement, on n'entre pas dans la prochaine séquence, je vous arrête tout de suite. Oh là là, on est chaud. On passe au top et au flop. Et c'est l'heure du top et flop. On commence par le top. Un exemple qu'on peut changer d'échelle sans déraper, Thomas. Oui, tout n'est pas si binaire, mais on va quand même lancer ça et puis que nos invités puissent rebondir. Alors, heureusement, et c'est la bonne nouvelle, il y a pléthore d'exemples de projets à impact qui arrivent à se développer assez fortement. On a d'ailleurs reçu ici des leaders de certains de ces projets. Je pensais à Sweep qui fait un outil de mesure de trajectoire climat, ou à Zei qui aide les entreprises à mesurer leurs indicateurs environnementaux, sociaux et gouvernance. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière un projet d'ailleurs parce qu'il est très très largement connu, c'est Yuka. Cette application pour essayer de prendre conscience finalement de la qualité nutritionnelle des produits et pas que d'ailleurs, le service s'enrichit, illustre plein de choses de ce qu'on peut être amené à se raconter aujourd'hui de Yuka, parce qu'aujourd'hui c'est une toute petite équipe d'environ 20 personnes. Pourtant, c'est un projet qui a eu un impact énorme en France, jusqu'à influencer les metteurs sur le marché dans la composition des produits. C'est un projet qui s'internationalise et qui a une totale indépendance financière aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont été quasiment pas financés par des fonds. Donc, c'est assez unique de générer autant d'impact et de retombées en ayant un si petit budget de fonctionnement et si peu de moyens. Néanmoins, voilà, sans levée de fonds, sans marketing, de réussir à avoir un tel impact, c'est du quasiment jamais vu. Pour autant, voilà, le modèle économique derrière cette application, il est assez fragile et aujourd'hui, on se demande d'ailleurs comment Yuka va pouvoir continuer à développer, à influencer au-delà de ce qu'elle a déjà réalisé, qui est absolument extraordinaire.
Et vous, chers invités, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce que Thomas a dit ou mettre une autre entreprise en lumière ? Ouais, au niveau du modèle économique, moi, une structure que je trouve très inspirante, c'est Scope Terre de Liens, qui, dans nos enjeux chez Décodeuse, et c'est assez important, c'est en tant qu'association, comment on développe un modèle économique solide qui ne nous fait pas aller tout le temps chercher des nouveaux fonds, des nouveaux partenaires et re-challenger le modèle. Et eux, ils ont fait un modèle hybride entre une association donc, qui va chercher des partenariats et une coopérative, ce qui leur a permis de se développer dans plein de territoires, enfin partout en France. Je trouve ça assez inspirant, nous, pour le modèle économique. Moi, je trouve qu'en termes d'économies qui sont intéressantes, enfin de secteurs à aller chercher, c'est vraiment l'économie circulaire et l'économie collaborative qui naturellement en fait alignent les enjeux écologiques aux enjeux économiques. Et ça, on parlait de back market tout à l'heure, on peut parler de Blablacar sur l'économie collaborative, on peut parler de tout un tas en fait de structures, sans parler de Too Good To Go et Poppins, mais sur ces sujets à partir du moment où on utilise des déchets comme des ressources ou à partir du moment où on maximise l'utilisation de nos ressources, là forcément tout devient plus simple. Et moi je trouve que c'est vraiment deux économies qui doivent largement se développer les prochaines années pour réussir à aligner les enjeux économiques aux enjeux écologiques et sociétaux. C'est peut-être quand même l'occasion, par exemple pour Too Good To Go, sur les repas évités, de nous donner quelques chiffres, ou là sur Poppins qui vient d'être lancé, quelles sont les premières Alors c'est vraiment deux échelles d'entreprises totalement différentes. Chez Too Good To Go, on est dans une vingtaine de pays aujourd'hui, donc en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. On a sauvé 450 millions de repas de la poubelle, avec un peu plus de 110 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. Donc en fait, c'est une des applis les plus téléchargées. Moi-même, je n'avais aucune idée qu'on en arriverait là un jour. Et ce qui est très chouette, c'est de se dire effectivement, en fait, c'est de l'hyper local, Too Good To Go. Et en même temps, c'est un mouvement qu'on a scalé du coup au niveau mondial. Et moi, je crois vraiment à cette économie qui agit dans les territoires avec les acteurs locaux et qui en même temps se réplique partout dans le monde pour créer des mouvements sociétaux mondiaux qui font vraiment la différence sur des enjeux sociétaux. Poppins, on vient de se lancer, ça fait un gros mois, et on a été hyper contents de l'engouement qu'on a eu, ces fameux premiers adopteurs dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a déjà plus de 40 000 utilisateurs qui font des demandes de partage, etc., donc qui montrent qu'ils qu'ils ont envie de partager avec leurs voisins et de passer d'un mécanisme d'achat et de propriété individuelle à plutôt une prospérité collective, où quand on se reconnecte les uns aux autres, finalement, on peut vraiment être tous gagnants dans l'équation. Et donc là, on en est encore au stade il y a vraiment de l'attraction, de l'envie, des gens qui nous donnent beaucoup d'énergie et qui nous donnent envie de développer. Et on a vraiment un enjeu de comment est-ce qu'on a un modèle économique qui suffit à nourrir la croissance de notre impact. Et donc ça, c'est les prochaines questions des prochains mois. Mathis, un top ou un rebond sur ce que Un top, j'ai envie de citer le fourgon. On parlait de nos amis nordistes. Le fourgon, c'est un projet qui justement met en avant le retour de la consigne. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement, ils sont dans cette démarche de scale qui est très forte. Et c'est vrai que dans les biens de consommation, tous les consommables qu'on a à la maison du quotidien, tout ce qui va être plastique, carton, l'impact CO2 et la pollution plastique qu'il peut y avoir derrière est assez énorme. Et ça montre aussi que parfois, on n'a pas besoin non plus de réinventer des choses incroyables, peut-être juste de regarder ce qu'on faisait aussi il y a 40, 50, 60 ans, parce que finalement, la consigne, c'était quelque chose qui existait déjà pas mal avant. Et ça, c'est aussi un concept qui revient avec les technologies d'aujourd'hui, parce que du coup, c'est très facilement utilisable sur téléphone, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, je trouve que ce genre de projet qui part d'une idée assez simple ou qui existait même déjà avant peut aussi être remis au goût du jour. Surtout avec cet enjeu dont vous parliez, Lucie, de s'intéresser à des besoins micro, des besoins du marché, du consommateur et à une échelle locale. Qui en fait paraît pas comme ça parce qu'on peut se dire que c'est très territorialisé, donc du coup ça va être difficile à scaler, mais au final non, parce que en fait on se remet sur le besoin individuel qui peut être partout dans le monde et du coup qui offre des perspectives de scale assez intéressantes. Ouais, et après on arrive aussi à aller collectivement vers un... C'est ce qui est intéressant, je trouve, donc on arrive à scaler comme ça, c'est d'embarquer toute une communauté. Une marque qui le fait hyper bien, c'est Qui le Patron, par exemple. C'est un énorme rouleau compresseur dans la grande distribution. Pourquoi ? Parce que justement, ils arrivent à embarquer le consommateur. Et c'est ça aussi les gros enjeux qu'il peut y avoir, c'est quel récit on arrive à raconter
dans l'histoire qu'on a, et est-ce qu'on peut embarquer des millions de consommateurs avec soi. En même temps, juste pour revenir sur le sujet de la consigne, parce que moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et ça me rend folle dès que je jette une bouteille de verre et que je l'entends se détruire en 1000 morceaux, et que je vois toute la chaîne qu'elle va devoir faire pour, même si c'est recyclable, devoir redevenir une bouteille de verre. C'est typiquement une des choses qui effectivement était en fait beaucoup plus facile avant la consigne, quand on avait des circuits de production et de logistique beaucoup plus décentralisés et beaucoup plus à l'échelle locale. Aujourd'hui, trouver un modèle économique sur tous les acteurs de la consigne qui sont lancés, c'est hyper compliqué, et pour bien les avoir étudiés, ils ont tous du mal économiquement quand même à trouver, à scaler justement, même si ça fait énormément de sens sociétalement à tous les niveaux, quoi. Ouais, il faut que l'argent soit déplacé un minimum aussi vers ce genre de projet. Ouais, complètement. On avait reçu Nicolas Chaban, le patron de Cycles Patron, la 7e émission, je crois, c'est notre 9e. Donc voilà, il y a 2 mois environ, il nous avait pas mal parlé de ça. Peut-être dans la suite de l'émission, ça sera intéressant, sans en faire un top là, mais réindustrialiser la France, c'est un sujet de débat public. Et Pimpant est en train de faire la preuve que c'est possible en relocalisant une usine de fabrication de produits. J'aimerais bien qu'on puisse l'aborder, peut-être plus tard dans l'émission, Alix, pour ne pas torpiller le déroulé. Pas de pression. Tu veux ouvrir le bal des flops, peut-être Alors, le bal des flops, c'est joliment dit, surtout pour évoquer malheureusement des projets qui, eux, n'arrivent pas à changer d'échelle, parfois malgré un soutien important d'une envergure que peu d'acteurs de l'impact parviennent à avoir. J'étais très touché par un projet en particulier ces derniers mois, qui a eu d'ailleurs pas mal de retombées dans les médias, c'est celui de Insect. Cette start-up qui a vocation à créer un impact gigantesque en tentant de replacer l'alimentation animale carnée par une alimentation animale à base d'insectes. En termes de CO2 notamment et de respect de la biodive, on a des effets de levier gigantesques, et le projet avait une dimension gigantesque. Il y a eu jusqu'à 600 millions d'euros de levée de fonds cumulés pour soutenir son développement par différents acteurs, évidemment, des fonds privés, la BPI par exemple, qui ont beaucoup accompagné ce projet. Et malheureusement, ces derniers mois, le projet est en danger. Il a été rattrapé jusqu'à réussir une dernière petite levée de fonds de 10 millions en avril pour tenter de subvenir à son fonctionnement et de trouver enfin les relais économiques pour développer le projet. On en est là aujourd'hui, un projet d'envergure qui pourrait avoir des effets énormes, mais qui, pour différentes raisons dont je ne jugerai certainement pas ici, n'a pas parvenu à mettre à profit les quantités importantes de financement dont il a bénéficié pour générer les impacts qui étaient envisagés. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce projet-là, c'est que, alors oui, il y a toujours peut-être une proportion au niveau d'argent qui peut être brûlé sur ça, mais le vrai fond du projet, c'est aussi quand même pour régler un enjeu sociétal hyper fort. Là, malheureusement, ils ont beaucoup de difficultés à trouver un modèle économique qui sera viable, puisque c'était au départ, je crois que c'était pour nourrir de l'humain, puis des animaux, et sur le marché des animaux, ils sont encore aujourd'hui beaucoup trop chers. Donc c'est pas grave, je trouve, d'essayer un projet comme ça et que ça fade. Là, c'est vrai que on est sur un projet énorme, d'envergure très puissante, parce que c'est des centaines de millions, et ça, on parle de réindustrialisation du pays, et ça a un impact fort parce que des gros acteurs comme la BPI ont financé à une très grosse hauteur ces projets-là, et du coup sont beaucoup plus regardants aujourd'hui sur les prochains projets industriels qui vont se monter, avec les risques qu'il peut y avoir aussi autour de ça. Et je pense qu'ils mettront pas deux fois, ils feront pas 2 fois cette erreur aussi puissante tant que le modèle économique n'est pas. C'est pas une erreur, mais un risque. Ils prendront pas 2 fois le risque dans cette proportion-là. Ouais. Et pour rebondir là-dessus, je pense que on voit un peu l'enjeu qu'on évoquait tout à l'heure, de bien avoir défini en amont l'impact qu'on veut réaliser, ou un peu cette étoile du Nord dont vous parliez tout à l'heure. Parce que, en fait, si on démarre tout de suite avec énormément de fonds, ce qui arrive souvent si on reprend un peu les modèles existants de la Startup Nation, mais qu'en fait, ce réajustement-là qui arrive souvent au bout de quelques années de réussite, on se dit, OK, là, on peut partir dans plein de sens différents, on peut avoir tout cet impact-là possible, mais en fait, si l'étoile du Nord, elle n'est pas encore complètement définie et surtout complètement prouvée. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, et le fait qu'il y ait eu beaucoup de potentialités sur ce projet, donc beaucoup de portes ouvertes, pour moi c'est un risque si on commence tout de suite avec des énormes financements. Lucie, il y a un cas un peu moins réjouissant comme celui de Insect qui vous interpelle? Là tout de suite pas forcément, mais en tout cas ce que vous disiez, ça me faisait réagir sur
le fait que... c'est vrai que moi, pour avoir monté Togo sans financement vraiment au début, et donc pour avoir vraiment généré mes premiers euros de chiffre d'affaires avant de dépenser mes premiers euros, et ça je l'ai fait grâce à énormément de bénévoles, puis de part-time, puis de premiers CDI, etc. Mais ça a été vraiment grâce aux humains qui s'y sont donnés que ça a pu être possible. Mais là, avec Poppins, on a pu lever des fonds avant même de générer le premier euro de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que c'est pas très agréable, en fait, parce que on crame de l'argent qu'on n'a pas gagné. Et donc, je trouve ça... et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à impact qui sont plus dans ces réflexions de sobriété, même si j'aime pas forcément ce mot, mais en tout cas d'être concret sur je dépense ce que je gagne, et qui sont plus économes à tous les sens du terme, plus cohérents avec l'utilisation des ressources, alors que la tech peut-être plus traditionnelle, ou peut-être l'ancienne tech, était assez... moi, on m'a déjà dit, il faut lever tout ce que tu peux lever, et après, tu vois comment tu le dépenses. Exactement. Moi, je suis pas du tout dans ces stratégies-là, et je pense que peut-être que c'est pour ça, quelque part, que l'impact met un peu plus de temps à se développer, parce qu'on a des leaders de l'impact qui sont un peu plus frileux à lever tout ce qu'ils peuvent lever, et qui verront ensuite comment le dépenser. Donc c'est peut-être aussi une histoire de personnalité et de valeurs profondes, en fait. Mais je pense que même ça va au-delà de ça. Ça va dans la logique de marché. Dans l'impact, on vient souvent à rebours du marché économique classique. Donc le marché économique classique n'a pas intérêt à ce qu'on se développe. Exactement. Donc de fait, nous, on a une proof of concept, si on reste sur les anglicismes, hyper importante à faire. Donc, alors, nous, en tant qu'asso, par exemple, je prends l'exemple de Soit Boutegrabé, qui a vu tout le besoin d'insérer des femmes, et notamment des femmes dans le besoin des milieux populaires, sur le marché de la tech pour avoir un milieu décent. Et en fait, elle a commencé à Belleville, dans des assos, à faire des sensibilisations au numérique. Et en fait, le besoin était là, le projet a pris de l'ampleur, et après, au bout d'un moment, pour continuer, parce que ça répondait à un besoin, il a fallu aller chercher de l'argent. Bon, ça, parce que c'est tout à fait le modèle associatif. Mais tout ça pour dire que, au-delà de peut-être des personnalités ou ce rythme-là, moi, je pense qu'il s'explique parce qu'on doit faire beaucoup plus de preuves, vu qu'on vient, entre guillemets, à rebours du marché, même si je pense qu'on pourra en parler après. Dans le débat, il arrive, on passe tout de suite au débat. Et on rentre dans le cœur de cette émission. Scaler à impact, est-ce vraiment possible ? Autrement dit, faire grandir un projet utile dans un écosystème financier, administratif, culturel qui n'a pas été pensé pour ce type de modèle. Est-ce qu'on peut vraiment croître vite, fort, loin, sans perdre de vue sa mission ? J'aimerais qu'on entre donc dans le vif du sujet avec un cas concret, le vôtre, Baptiste. Vous avez lancé une usine en Normandie il y a peu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail cette aventure ? Qu'est-ce qui a coincé ? Quel frein est-ce que vous avez pu identifier ou pas ? L'usine, on l'a montée au bout de 4 ans, du coup, d'activité. On a commencé un peu comme ce que Lucie disait tout à l'heure, c'est on a démarré dans l'ordre, on a commencé par créer une communauté, on a lancé un crowdfunding, on a lancé nos premiers produits, où on faisait fabriquer aussi en Normandie, mais du coup pas encore dans notre usine, et on a réfléchi à l'usine au bout de 150 000 clients. Donc on avait... continuer de bien grossir sur le projet avant de penser au ce moment de l'usine, parce que créer une usine dès le départ, trouver les financements pour créer une usine depuis le jour zéro sans savoir le volume qu'on va avoir, c'est complètement impossible. Et du coup, à un moment, se fait aussi le sujet des financements. Nous on a fait rentrer 3000 actionnaires dans le projet, qui sont du coup principalement parmi nos 150 000 clients, parce que l'idée c'était aussi on aime bien essayer de créer quelque chose d'assez logique en termes de répartition, que ce soit entre les fondateurs, les équipes, et du coup je trouvais intéressant que les clients et les partenaires puissent aussi être actionnaires du projet pour à la fois aligner les intérêts et puis surtout aller collectivement dans la même direction. Et aujourd'hui on a cette puissance d'avoir justement ces 3000 actionnaires qui nous filent un coup de main. Et du coup sur l'usine, on a inauguré l'usine il y a 1 an, on y était étape par étape, puisqu'on a commencé avec 2 salles. Aujourd'hui, on a toute une usine complète, ça fait 1500 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un concept de micro-usine, c'est-à-dire que l'équivalent en termes de productivité, c'est l'équivalent d'une usine de 10 000 mètres carrés qui fait du gel douche liquide.
Mais nous, du coup, on fait de la poudre à reconstituer, donc avec des mélangeurs qui prennent beaucoup moins de place, des besoins en énergie, des besoins en terrain, des besoins en eau aussi, qui sont l'eau, on est quasiment à un besoin nul dans notre usine, parce qu'on manipule de la poudre, du coup, on n'a pas besoin on a un petit coup de nettoyage pour ce besoin d'eau, mais on n'a pas besoin de machines qui vont faire 30 mètres de long, et du coup, nous, c'est vraiment des petites machines, et on a réfléchi vraiment notre concept comme ça, où on y a été de manière assez simple, étape par étape, où on arrive aujourd'hui à avoir une usine au bout de... ça a été assez rapide, hein, on a mis 1 an à tout monter, mais justement, on a rencontré pas mal de difficultés au départ sur les sujets de financement, et du coup là, on a fait appel à la communauté, et puis c'est un nouveau métier aussi, de passer de boîte qui vend en ligne à boîte qui produit aujourd'hui. Et du coup, c'est dans cette démarche-là et c'est vraiment la seule chance, je pense, qu'une entreprise a comme la nôtre, de réussir, c'est-à-dire d'avoir ce côté, je peux imaginer que demain, la poudre sera moins chère que le liquide pour des produits équivalents. Et je pense que c'est là où on arrive vraiment à faire quelque chose d'intéressant avec le projet. Et notamment si tu économises sur les coûts logistiques, non? Parce que du coup, au lieu de transporter de l'eau, tu transportes pas d'eau. On a, du coup, on est 10 fois plus léger dans le transport. On a des besoins en stock qui sont aussi diminués. Des coûts, c'est des coûts de carton, des coûts, tout est... nous, il y a des produits, il y a des commandes qui partent dans des enveloppes, en fait. On rend aussi possible des nouveaux modèles économiques du fait d'avoir divisé par 10 l'impact et les coûts de transport. Et s'agissant de vos modèles respectifs, Lucie et Lilia, est-ce que vous avez identifié des freins? Quels sont-ils les principaux? Moi, je pense que c'est vraiment ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est cette idée de comment est-ce que tu développes une communauté hyper locale de voisinage, tout en passant à l'échelle et tout en te développant de manière accélérée, alors que finalement le lien social, le lien humain, c'est quelque chose de très... qui prend du temps à se construire, et en même temps le développement, il y a urgence, les problèmes ils sont là, et donc c'est comment est-ce que... Et je pense que tous face à ce conflit écologique, face au sujet écologique, on est tous un peu entre le prendre le temps et en même temps il y a urgence. Et je pense que même pour nous tous personnellement, c'est un peu, on est tout le temps en dissonance de est-ce qu'il faut que je continue à accélérer le plus vite possible, ou est-ce qu'il faut que je ralentisse et que je prenne plus le temps. Et je pense que il faut certainement faire un peu des deux à la fois, mais c'est vrai que souvent c'est un peu, on est un peu schizophrène à l'intérieur. Nous, de notre côté, chez Décodeuse, on a un vrai enjeu sur notre modèle économique. Donc, on est une structure déjà différente en termes de modèle que Pimpan et Too Good To Go. Donc, on est une association. Et donc, là, on arrive à un stade où on a bien prouvé notre impact. Et en fait, dans le modèle économique des associations, ce qui est très compliqué, c'est qu'on va toujours devoir aller demander des nouveaux financements souvent. Et en fait, il y a plusieurs enjeux. Déjà, une baisse assez drastique des financements publics, avec en même temps une demande de la part des pouvoirs publics qui est assez importante. Donc, en 2005, on était environ, pour les associations, c'était 35% de part de financement public. Aujourd'hui, c'est 20%. Mais à côté de ça, la demande de marché public pour les associations est passée sur la même période entre 15 et 30%. Donc du coup, on est en concurrence avec d'autres associations. Et surtout, en fait, un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans cette phase de scale où on va devoir structurer l'association, qu'on va devoir structurer les équipes, on va devoir se poser des questions sur notre déploiement national, on va devoir s'outiller. Il y a tous ces enjeux de fonctionnement qui vont intervenir. Et c'est compliqué à faire financer. Donc, il y a encore l'enjeu de comment on arrive à le valoriser dans notre impact. Et surtout, en fait, les financements qui vont être, entre guillemets, faciles à trouver, ça va être des financements... pas pluriannuels, des financements sur l'année. Donc en fait, nous, on est tout le temps en levée de fonds, et notre enjeu, c'est de définir un modèle économique qui nous permet de nous projeter sur plusieurs années, qui nous permet de financer et d'embarquer dans ce changement d'échelle, et de sortir un peu des logiques dans lesquelles se retrouvent plein d'assos qui sont aujourd'hui en difficulté, de sortir d'une logique de on finance un projet, parce que ce qui se passe après, c'est que du coup, on s'éparpille dans l'impact, on n'a plus notre étoile du Nord, parce qu'en fait, on peut faire plein de choses possibles.
plein de lancements de projets qui sont faciles à faire financer. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait chez Décodeuse, donc dans ce frein, c'est qu'on est un peu dans cette phase qui existait déjà dès le début chez Décodeuse, mais c'est adresser justement les besoins du marché. Ce moment où on passe de « on est convaincu » à on va vraiment, vraiment adresser les besoins du marché. Et nous, c'est répondre aux besoins des entreprises en termes de recrutement. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, les entreprises nous financent parce qu'elles croient en notre projet, mais parce qu'elles ont un besoin de féminiser leurs équipes, parce qu'elles ont besoin de recruter. Et donc là, on arrive à travailler avec des entreprises sur plusieurs années qui vont recruter des décodeuses. Et donc, du coup, on répond à la fois à un besoin d'impact, mais en intégrant le marché réel. Et je pense que c'est vraiment ça, nous, notre levier de scale chez Décodeuse. Et quand vous parlez de vos concurrents, c'est ceux qui font la même chose que vous ou... Alors, j'aime pas trop à penser qu'on a des concurrents dans le... Ah ouais. Non, on est mis en concurrence, en fait, les associations entre elles, parce qu'on va avoir l'État qui va ouvrir des financements en réponse à appel à projet. Ils en ouvrent de plus en plus, mais ils donnent de moins en moins d'argent. Donc, on se retrouve à être concurrents entre nous. Et aussi, ce qui se passe beaucoup, et moi... ce que chez Décodeuse, on essaye de ne pas faire, c'est du coup de dévier, en fait. On se dit, ah ouais, mais ça, en fait, si on faisait un peu différemment pour répondre à ce financement-là, on aurait plus de sous. Et donc, du coup, on va un peu dévier de ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait bien faire. Donc, par exemple, ce serait, nous, on est hyper bon pour faire ce type de formation. Et là, on va changer, nous, on fait vraiment de la formation dans les métiers techniques. Et là, on pourrait se lancer en métier de marketing digital. C'est pas notre cœur de métier, mais s'il y a un financement dessus, allons-y. Et c'est, je pense, là où beaucoup de structures avec un modèle associatif se perdent et ratent un peu leur changement d'échelle. Je trouve que ce qui se dégage en fait beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une économie de la dette qui commence à être à bout de souffle. D'ailleurs, en témoignent les chiffres que je citais dans l'édito. Il y a une baisse de financement pour la Startup Nation. J'ai l'impression que l'âge d'or est plutôt derrière nous parce qu'il n'y a plus les moyens de cramer autant d'argent en ces temps compliqués. Et en fait, je pense que toutes ces entreprises à impact ont quelque chose à gagner si elles arrivent à quantifier les coûts évités pour la société ou pour les entreprises dans le cas du projet comme le vôtre. Parce que à travers l'action des décodeuses, l'association permet à des entreprises de réduire leurs coûts pour recruter des personnes issues de milieux différents. Et je ne parle même pas de la cause sociale que ça adresse derrière, qui est importante, mais qui n'est pas le cœur premier de l'action de ces entreprises-là. Elles, ce qu'elles veulent, c'est sans doute réduire les coûts d'accès au recrutement, ou lorsqu'on évite du gaspillage alimentaire, alors même que ça coûte de l'argent que de détruire les aliments, ou en tout cas de rien en faire, de les stocker, voir qu'on a des prix qui explosent sur certaines matières premières, donc c'est un double gaspillage. Et puis Pimpant, on l'a dit, les coûts logistiques évités, les conflits sur la ressource en eau qui vont monter. On a beaucoup parlé des milliards d'euros investis dans les data centers dans les années qui viennent. Dans d'autres pays où il y a plus de data centers, on a déjà des conflits d'usage sur l'eau à cause de toute la quantité nécessaire pour refroidir ces data centers face à des besoins primaires. Liés notamment au fait de s'hydrater, quoi. Donc j'aimerais bien qu'on arrive dans les mois, années qui viennent, et j'espère que vous y arrivez, peut-être que vous avez des exemples, pour quantifier les coûts évités, parce qu'en fait, dans une économie de la dette qui ne tient plus, les économies que ça permet de générer deviendra, à mon avis, un argument massif pour que les entreprises ou les assos à impact puissent finalement avoir gain de cause face aux décideurs. De toute façon, encore une fois, sur les déchets, on le voit complètement. Hein. J'étais avec le SMICVAL hier de Libourne qui dit que pour 250 000 habitants, le coût de public de traitement des déchets, c'est 50 millions d'euros pour 238 000 habitants. Et en fait, on est sur des... Donc en fait, si on limite les déchets, il y a un tel gain à faire. Et donc, c'est comment est-ce qu'on prend le risque d'investir dans des solutions qui réduisent les déchets, et notamment de la sensibilisation, pour après récupérer ces sujets publics. Mais c'est là où on doit vraiment un peu investir aujourd'hui dans une transition qui, derrière, sera intéressante économiquement. Mais c'est sûr que dans une économie de la dette, c'est compliqué de le faire. Tu as un sujet, du coup, finalement, ce qu'on parle, c'est d'aligner du financier et de l'écologique, parce que finalement, c'est quand même les coûts évités, on reste dans un domaine de sujet financier. Je pense qu'il y a un deuxième sujet aussi, c'est les récits. De voir d'autres aussi modèles de réussite
possible. Pas forcément ce modèle où mon objectif c'est de finir sur une plage milliardaire et des modèles qu'on voit beaucoup en ligne aujourd'hui. La plage à Cabourg coûte Mais la moins cher. plage à Cabourg est très sympa. Ouais, je pourrais presque le faire finalement. Pas besoin de milliards pour y aller, en plus. Très beau récit. Il y a besoin d'entrepreneurs. Lucie, par exemple, je pense que toi, tu as inspiré des centaines d'entrepreneurs qui aujourd'hui se lancent dans l'impact, notamment par aussi cette aventure sur Too Good To Go. Et on sait qu'on a besoin d'entrepreneurs talentueux, donc on a besoin de convaincre les jeunes de ne pas tous aller dans des sujets d'IA, par exemple, mais aussi d'aller aussi sur des sujets d'impact où on a besoin de beaucoup plus de gens qui vont essayer, plus qui vont échouer, mais il y en a aussi qui vont réussir. Et à partir du moment où ils vont réussir, c'est là aussi où on va de plus en plus convaincre les financiers de diriger aussi l'argent par ici. Et encore au-delà de créer des futurs souhaitables pour les entrepreneurs, il y a aussi juste des futurs souhaitables en tant que citoyen, quoi. Chaque fois qu'on parle d'écologie, on a l'impression que maintenant ça va être moins bien, la fête est finie. Et en fait, non, c'est comment est-ce qu'on écrit de nouveaux récits où on se dit, en fait, typiquement, aller emprunter à son voisin plutôt que d'aller acheter dans un magasin, en fait, c'est juste mieux. Mais à tous les sens du terme, et d'un point de vue économique, et juste parce que t'as une histoire à raconter. Enfin, j'en parlais hier avec un utilisateur de Poppins. Il allait emprunter un Karcher sur Poppins, mais il m'en a parlé pendant 15 minutes en fait, il avait rencontré son voisin, et en fait, c'était le pote de son pote, et il lui a ramené le soir même, et donc du coup, ils ont bu une bière, et en fait, ce moment avec son Karcher a été tellement plus chouette que s'il était juste allé acheter un Karcher et que maintenant il le stockait pendant 11 mois de l'année parce qu'il nettoie sa terrasse une fois par an. Ouais, t'as un enjeu donc social. C'est vraiment cette idée de se dire, en fait, en mettant de nouvelles habitudes, on peut vraiment créer des futurs qui nous donnent envie d'y aller et qui sont plus souhaitables que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc être écolo, c'est pas forcément être accepté d'avoir une vie moins bien dans le futur. Et si on prend, nous, plus l'axe entreprise qui vont être nos clients, si on peut dire ça comme ça, pour nos écoles. En fait, en effet, le fait de répondre à un de leurs besoins, donc on va dire l'angle vraiment du marché, il ne suffit pas. Il est nécessaire, il est primordial, mais il ne suffit pas. Et donc nous, on a un enjeu à les embarquer parce qu'en fait, il y a plein de biais sur les profils recruter des femmes dans la tech qui viennent de milieux populaires, qui ont été formées par une école qui est une asso et pas une des top 5 écoles d'ingénieurs. Et donc en fait, tout le récit qu'on va créer est toujours autour de l'impact, mais avec des acteurs. Les personnes les entreprises qui recrutent le plus les décodeuses, c'est des banques et des assurances. Donc on se dirait pas que c'est forcément les acteurs les plus engagés dans les causes à impact. Et en même temps, c'est ceux qui font les actions les plus concrètes pour nous, nos bénéficiaires, en les engageant et en nous accompagnant même sur tout au long de leur formation. Et c'est parce qu'on a ces réussites-là, donc on doit avoir 98% de nos entreprises partenaires qui sont satisfaites des personnes qu'elles reçoivent et qu'on a ces témoignages-là d'entreprises qu'on arrive à en embaucher d'autres. Donc nous, en fait, on va créer une communauté d'entreprises convaincues, à la fois parce que ça leur rapporte, et c'est vrai, et elles y gagnent quelque chose, mais quand elles y gagnent en prenant un peu à rebours les habitudes, les biais qu'on va avoir sur le recrutement quand on féminise, etc. Ça marche pour elles, et en plus, ça a un impact hyper positif, et donc là, en fait, ça devient nos premières ambassadrices. Oui. Donc c'est parce que finalement le service est au moins aussi bon, si ce n'est meilleur que s'ils avaient choisi une autre solution. Je pense que c'est un peu pareil. Quand on fait du zéro déchet, on sort moins souvent sortir les poubelles, il y a moins de désagréments à la maison. T'as plus de place dans tes placards. Plus de place dans les placards. Et c'est vrai dans plein de domaines. Je pense sur l'alimentation, où on sait qu'un des principaux leviers de décarbonation, c'est de réduire la part carnée dans l'alimentation. Ça fait bondir dans un pays où il y a une certaine appétence à ça. Mais en fait, quand on regarde... Moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre autour de moi. J'en mange de temps en temps, c'est pas le sujet. Mais en fait, dans certains cas, de s'alimenter différemment, c'est des processus digestifs moins lourds. On dort mieux, on est moins fatigué. On n'a pas de coup de barre à 15h quand on tourne une émission. Et en fait, c'est ça qui est le plus intéressant. Mais c'est ça qui est le plus intéressant. C'est ça le bon récit. C'est pas de sauver la planète, c'est trop. Et donc, c'est trop large. réinventer de nouveaux récits, d'accord, mais est-ce qu'il faudrait aussi inventer de nouveaux indicateurs de succès ? C'est clair. Moi, je suis toujours outrée qu'on définisse le succès d'une entreprise par son chiffre d'affaires, en fait. C'est complètement fou. Et même, il y a des règles au niveau européen qui parlent de l'investisseur
pertinents en gros. Et en fait, c'est des investissements publics qui bloquent les financements quand il n'y a pas assez de retour sur investissement financier, mais qui nous laissent investir dans des choses qui détruisent totalement la planète. Et donc en fait, de quel retour sur investissement on parle ? Pour moi, un retour sur investissement, c'est un retour d'impact, c'est un retour qui améliore la société. Et effectivement, quand on commencera à mesurer le succès d'une entreprise par ce qu'elle laisse derrière elle, c'est-à-dire par l'impact qu'elle a sur les humains et la planète, là, on aura vraiment défini on sera revenu à la juste définition du mot succès, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on est encore très, très bloqué dans la définition du succès que nous a donné le modèle capitaliste et qui est vraiment unidimensionnel, alors qu'on a bien compris que notre société, elle est beaucoup plus complexe que juste une dimension qui est la définition monétaire des choses, quoi. Baptiste, au-delà des récits, vous pensez à des indicateurs concrets ? Non, mais le sujet, c'est là qu'on revient au sujet des coûts évités, au final, où tu vas avoir d'autres indicateurs que le chiffre d'affaires. Moi, je trouve qu'en région, les pouvoirs publics font quand même l'indicateur financier est présent, mais il y a aussi des indicateurs sur l'emploi, par exemple. C'est un des enjeux hyper forts. Nous, on est l'usine Pimpan, on est dans une ancienne cité ouvrière. Je dis ancienne, il y a encore quelques usines, mais une usine qui embauchait 5000 personnes sur 6000 habitants, elle a disparu il y a 25 ans parce que ça coûtait 10-15% moins cher de fabriquer. C'était une usine de métallurgie et plasturgie, si je ne dis pas de bêtises. Ça coûtait un petit peu moins cher de le faire à l'étranger. Du coup, l'impact social qu'il y a eu sur ça est complètement monstrueux. Donc, d'un point de vue en région, je trouve que les choses sont quand même pas mal faites parfois, et on est quand même pas mal soutenu aussi par des pouvoirs publics qui ont cette ambition autre que uniquement le chiffre d'affaires. Après, c'est évident que si on est dans un modèle d'entreprise ou même d'association, c'est qu'à un moment, il y a un sujet de rentabilité entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et il faut toujours avoir aussi ça en tête. Mais tu vois, même sur un critère comme le nombre d'emplois créés, de quel emploi parle-t-on, quoi ? Parce que là, effectivement, tu parles de bons emplois, ok ? Mais en fait, créer de l'emploi pour créer de l'emploi et pour baisser les chiffres du chômage, ça n'a pas de sens, en fait. Si c'est des gens qui n'en peuvent plus, qui font tout pour prendre leur retraite le plus tôt possible parce qu'ils sont épuisés physiquement, moralement, etc., est-ce que c'est ce genre d'emploi qu'on a envie d'avoir, dont on a envie d'avoir un maximum ? Et quand on parle d'un taux de chômage qui doit être le plus bas possible, pour certains métiers, c'est pas vrai, hein. Il faudrait qu'il y ait moins d'emplois dans des métiers qui abîment l'humain, quoi. Donc c'est comment est-ce que, même sur ces KPIs-là, on trouve des KPIs qui sont plus holistiques et qui décrivent une vraie réalité pour l'humain et la planète. Là-dessus, il y a une dynamique qui est en train de monter assez fort depuis 2 ans maintenant, qui est intéressante. C'est celle créée par le mouvement Impact France, qui a créé un outil de mesure d'impact le plus simplifié possible, qui est basé sur les meilleurs standards, en l'occurrence français, donc des référentiels comme ceux de la RSE avec l'ISO 26000, comme Bicorp et d'autres. Et en simplifiant ça sur un référentiel restreint, ils sont en train de monter tout un écosystème de prescripteurs, parmi lesquels on va retrouver des régions, la région Occitanie par exemple, des collectivités comme la mairie de Paris, ou des prescripteurs financiers comme des banques, qui vont de plus en plus inciter, voire imposer à ceux qui sollicitent du financement d'en réaliser un, pour commencer à avoir une vision globale de certains impacts socio-environnementaux. Les coûts évités, pas encore, mais je suis sûr qu'on y arrivera un jour. Et ça me ramène, tout ce qui est évoqué là, à un slogan qui me fait bondir à chaque fois que je l'entends. Vous allez le reconnaître, c'est le vrai prix des bonnes choses. Mais en fait, c'est presque fallacieux de dire un truc pareil. Alors, je vais peut-être avoir des soucis en disant ça, mais je m'explique. Le vrai prix, c'est un prix qui devrait comptabiliser les coûts, par exemple, pour la collectivité, de ce que pourraient représenter les frais de santé de personnes qui travaillent dans des entreprises qui ne prennent pas suffisamment soin d'eux et de leur vie. Quand on a des arrêts de travail de 15 jours par an, c'est chiffré 15 000 € par an pour la collectivité. Donc des entreprises qui vont faire que, parce que les salariés sont bien considérés des emplois de qualité, il y a beaucoup moins d'arrêts de travail. Dans mon entreprise, on tourne autour de 3 jours par an. Ça veut dire que techniquement, je fais économiser 12 000 € à la collectivité par mon modèle. En fait, il nous faudra un ministère des coûts à éviter. Et donc, on va créer le ministère des coûts à éviter. Non, mais pour dire qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, et je ne veux surtout pas stigmatiser l'enseigne que j'ai mentionnée indirectement, mais le vrai prix,
il n'existe nulle part. Aujourd'hui, le prix qui est affiché, c'est un prix qui ne considère pas toutes les conséquences parfois néfastes des modèles écologiques et sociaux qu'il y a derrière. Le vrai prix devrait les considérer. Il faut pas parler de prix, il faut parler de coût en fait. Exactement. Si je peux juste apporter un tout petit peu de nuance, peut-être, même si C'est le débat, on peut... c'est dans la globalité, on est tous C'est bien, un peu de polémique. très d'accord. Moi, quand même, et surtout sur un modèle associatif, encore une fois, en tout cas en termes de modèle économique, parfois je m'inquiète un petit peu de la charge qu'on fait peser aux acteurs de l'impact. Là, on parlait, par exemple, on commence par discuter des indicateurs nécessaires pour bien évaluer le scale ou pour se dire qu'on scale ou qu'on scale pas. Et on en arrive à parler d'indicateurs sociaux pour mesurer les coûts évités au niveau de la collectivité. Et parfois, je trouve que dans les débats autour des modèles économiques des acteurs à impact, on fait aussi peser une responsabilité énorme sur, on va dire, tous les acteurs à impact devraient monter plainte blanche sur l'ensemble de leurs indicateurs. Par exemple, si chez Pimpan, vous créez de l'emploi, comme vous êtes une entreprise à impact, il faudrait créer... là, on va regarder quelle qualité d'emploi, est-ce que c'est bien en accord avec vos valeurs, etc., etc. Et ça, moi, je trouve que dans l'enjeu des indicateurs, parfois, on met beaucoup de pression aux acteurs à impact qui déjà essayent de, on va dire, casser un peu le marché, en tout cas changer, vraiment disrupter le marché pour le coup, dans sa logique économique classique. Donc parfois, moi, c'est pour ça que j'étais très d'accord avec ce que vous disiez, Lucie, tout à l'heure, de vraiment avoir une étoile du Nord et qu'on soit clair dessus, parce qu'en fait, c'est déjà tellement difficile ce qu'on fait. Si on se met à vouloir avoir une logique d'impact structurel et 360 sur absolument tout ce qu'on fait, en tout cas sur un modèle associatif, je trouve ça compliqué. Je pense qu'on n'a pas le choix en fait. Il y a quand même c'est le fameux donuts où il y a quand même un plancher social à respecter systématiquement quoi que tu fasses en fait. Juste si tu veux monter une bonne boîte, et c'est là où des modèles comme B Corp sont très intéressants, c'est en fait il faut considérer l'écosystème. À partir du moment où tu te dis non mais en fait moi c'est que la lutte contre le gaspillage alimentaire et donc la précarité alimentaire c'est pas mon sujet et donc l'état de mes salariés c'est pas mon sujet parce que je les emploie pour lutter contre le gaspillage alimentaire et le donut c'est le plancher social et les limites planétaires. En fait tu peux plus en fait ça sert à rien de faire les choses si c'est pour les faire de façon destructrice en fait, et je pense que c'est beaucoup ce qu'on a fait dans l'économie traditionnelle ou dans l'ancienne économie, c'est qu'on s'est dit je m'obstine à faire ce qui me fait gagner de l'argent. La façon dont je le fais, finalement, ça a peu d'importance. Et je pense que autant avoir une étoile polaire, une étoile du Nord, c'est essentiel pour rester concentré. Et en même temps, il faut quand même mettre un cadre dans quelle est la façon dont je vais opérer. Et je pense que ça, effectivement, moi, ça m'a beaucoup servi chez Too Good To Go avec le développement en ultra-croissance, de pouvoir m'appuyer sur des questions que B Corp posait, qui me semblaient que je m'étais même pas encore posées, en fait. Mais effectivement, quand tu commences à passer à l'échelle, si tu ne te poses pas ces questions, tu vas te les poser que trop tard. Et on l'a vu avec des Facebook, des Uber, qui ont eu énormément de scandales de par leur croissance accélérée. Je pense qu'il faut quand même faire attention. Parce que si même les acteurs de l'impact ne font pas attention à ça, et je suis tout à fait d'accord, l'idée que ce ne soit pas que les acteurs de l'impact, et qu'en fait on puisse définir de nouveaux modèles de succès qui sont appliqués à absolument tous, et que demain on puisse considérer le succès total non pas que par son chiffre d'affaires, mais par son impact global sur la société. Et là on verra quelle entreprise c'est normalement la fin, donc une petite et quelle entreprise. C'est droit de réponse. Une nuance, une nuance sur vraiment l'enjeu des indicateurs et pas des méthodes. Désolé Alix, je suis obligé d'être totalement d'accord avec ce que vient de dire Lucie concernant B Corp. Peut-être pour conclure, attention tout de même, pour remettre un peu de nuance, on a aussi vu des entrepreneurs qui voulaient réaliser et soutenir des causes sociales et environnementales qui, trop jusqu'au boutiste dans leur idée, ont malheureusement fait capoter le projet. Parce que parfois, il faut savoir faire des consensus aussi. C'est pour ça qu'on est globalement d'accord, mais c'est sûr qu'il faut, en fait, il faut sans cesse trouver l'équilibre d'être parfait, mais pas trop parfait, parce que sinon on fait rien, d'être activiste sans être extrémiste. Et je pense qu'on est tous dans ces recherches d'arbitrage. Mathis, le mot de la fin. Mais c'est une bonne idée d'avoir une boussole et d'essayer de le faire sans perdre ses valeurs. Je pense que c'est l'enjeu majeur des typologies de boîtes qu'on peut monter à impact.
Et notamment, d'ailleurs, quand on monte une boîte à impact, une des premières choses qu'on pose, c'est les valeurs de l'entreprise. Et après, c'est à tout le groupe de se porter garant de ces valeurs. On pourrait faire une émission sur les valeurs C'est fini. fièrement affichées sur les sites dont on pourrait souvent débattre. Tout à fait, je suis d'accord. C'est l'heure de notre dernière séquence, on passe au Good to Know. Et avant de conclure, c'est le Good to Know. Et Thomas, tu as un classement. Oui, on a parlé notamment de financement. Il existe dans le monde de la finance des classements, souvent pour valoriser les projets, les entreprises qui ont le plus de potentiel et dans lesquelles il faudrait investir pour scaler justement. Et il existe depuis peu une alternative qui s'appelle le classement Impact 40-120 qui vise à référencer et donc à mieux faire connaître des projets entrepreneuriaux dont l'objectif, au-delà d'évidemment avoir une pérennité économique, et de générer des impacts sociaux, environnementaux pour la société et de générer du coup les coûts évités dont on parlait tout à l'heure. Ce classement, donc l'Impact 40-120, je crois, a eu lieu récemment dans la 2e édition dans le cadre du sommet Change Now. Et il se trouve justement, c'est aussi pour ça que je voulais l'évoquer, que Too Good To Go et Pimpan font partie de ce classement pour la qualité de leur projet, le potentiel qu'ils représentent d'ores et déjà, voire le potentiel qu'ils pourraient encore développer demain. Il faut notamment, parmi des critères, pour donner des exemples, eh bien, avoir moins de 10 ans d'existence et générer près ou plus de 50 millions d'euros de coûts évités par an pour la société. Voilà comment on va essayer de faire émerger avec ce type de classement une alternative pour que les flux financiers aussi, eux, se réorientent vers des projets de ce type qui feront qu'à l'avenir, la pérennité économique sera directement corrélée aux gains sociaux et environnementaux. Lucie, Baptiste, un mot en mode César, ce que ça évoque pour vous de faire partie de ce classement? Non, mais ça fait plaisir d'être enfin reconnu pour les bonnes choses, en fait. Non, mais c'est bête, mais la plupart des classements, et notamment c'est un peu un pied au CAC 40, etc., ils ne regardent uniquement les critères financiers des entreprises, et en fait c'est un peu fatigant, quoi. C'est pas très inspirant, et ça donne pas forcément envie de se lever tous les matins. Donc là, se dire que pour la société, on a évité plus de 50 millions d'euros de coûts, ça rend hyper fier, et ça donne envie de continuer et d'aller encore plus loin. Ouais, c'est à la fois une fierté et c'est aussi intéressant de voir aussi toutes les entreprises, dans toutes les entreprises citées, voir l'impact général qu'on arrive aussi à avoir collectivement. Complètement. Il y a un petit mot sur les décodeuses. Nous, je dis toujours, nous, les associations, notre but, c'est de dépenser de l'argent. C'est bien sûr une blague. Mais nous, en fait, on est toujours en train d'essayer d'éviter des coûts et voire d'en faire gagner un peu à tout le monde, à la fois nos bénéficiaires, nos partenaires publics et les entreprises. Donc, ce sera intéressant de voir les méthodes de calcul et de voir comment Décodeuse y performe. Merci beaucoup, chers invités. C'est la fin de cette émission. Merci Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go et de Poppins. Merci à Baptiste Amin, cofondateur de Pimpan. Et à Lilia Gazouani, directrice des opérations chez Décodeuse. Et bien sûr, merci à toi, Thomas. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de For Good.